Et bonjour à tous. Bonjour. On est content de vous retrouver aujourd'hui après 3 mois, 4 mois passés sur notre livre. Et ça y est, il est fini. On est content de vous annoncer que le livre sur le bois cordé est terminé et qui va paraître au printemps 2023 aux éditions Ulmer. Donc voilà, vous êtes les premiers informés de cette belle nouvelle. En tout cas, pour nous, c'est une belle nouvelle parce qu'on a mis beaucoup d'énergie, beaucoup d'amour. Il y a 400 illustrations dans le livre avec des dessins, des photos. Donc on est très très content de pouvoir vous annoncer ça. Le bois cordé, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, je vous montre une petite image là, des bois cordés, un mur en bois cordé, un mur à insectes qui est dans le jardin. Et pour nous, c'est tellement joyeux de créer, hein, de créer tous ces ouvrages en bois cordé, qu'on est content de pouvoir vous partager le savoir-faire pour que vous puissiez aussi faire des ouvrages comme ça chez vous. Et le bois cordé fait beaucoup partie de notre jardin. Et c'est justement du jardin dont on voulait vous parler aujourd'hui. Le jardin, la géobiologie au jardin, ou le jardin tout simplement. Alors je dirais que pour nous, le jardin, c'est vraiment très très important. On passe plus de temps dans le jardin que dans la maison. Et pas pour jardiner, pas pour entretenir le terrain, parce que ça on ne fait pas, hein, entretenir le terrain. Ça n'existe pas dans notre vocabulaire, ce mot entretenir. C'est plutôt de la sculpture pour nous. Pour moi, c'est la sculpture. C'est sculpter dans le jardin, sculpter des petits sentiers où se déplacer, sculpter des buissons pour leur donner une jolie forme, et toujours dans le respect du vivant. Oui, l'émerveillement, c'est ça qui est essentiel d'abord dans le jardin. Émerveillons-nous dans notre jardin de plein de petites choses qu'on ne voit pas si on n'y fait pas attention. Donc c'est ça, et c'est s'ouvrir à une autre dimension, c'est s'ouvrir à une autre perception. Et là, oui, en fait, on ouvre la porte à un autre univers qui nous nourrit, qui nous enrichit, qui embellit complètement notre vie. Qu'est-ce que tu regardes, toi, dans ton potager, que tu aimes regarder? Ben, moi, dans mon potager, j'ai encore beaucoup à travailler pour voir toutes ces petites choses, parce que dans mon potager, je regarde d'abord ce que j'ai mis, comment ça pousse, si les tomates mûrissent, s'il y a une courgette à prendre, voilà. Alors moi, je vais t'emmener dans ton potager, parce que je suis allée faire un tour dans ton potager hier, et j'ai vu des trucs super. Ah. Tu vois, par exemple, il reste des haricots. Oui, oui. Je vois les haricots, oui, oui. Alors, ils sont là, bon, on a l'impression qu'ils ont été oubliés parce que les feuilles sont à moitié grillées, et puis ils sont là, et moi j'aime, il y en a un, il est violet là, et il a une texture ridée un peu comme ça, magnifique. Il y a quelques fleurs aussi qui restent à côté, tu vois. Et j'ai eu une émotion en regardant ces haricots, je ne sais pas expliquer ça, mais tu vois, pour moi, c'est un regard d'enfant. On va sûrement reparler beaucoup du regard d'enfant, mais un enfant, il s'émerveille des fois d'un caillou, d'un espèce de petit morceau de bois, et quoi, toi, quand tu regardes ce caillou, ce morceau de bois, tu vois rien, il est moche, quoi. Hein, et on a tous été enfants, on a tous des souvenirs de ça. Hein. Moi, les cailloux, je les adorais quand j'étais petit, et je les adore encore. Et j'avais toute ma collection de cailloux sur la cheminée là, de la chambre à coucher. Et donc, j'ai toujours aimé les cailloux. Les beaux cailloux, dans chaque caillou, je vois un beau caillou. Donc là, pour les cailloux, ça va. Mais pour les plantes, c'est encore un apprentissage à faire. Ouais. Alors, ben, pour moi, tu vois, c'est les couleurs, c'est les textures. Alors, moi, c'est quelque chose que j'ai envie d'encourager tout le monde à faire ça, d'aller simplement rien faire au jardin. Juste se promener et essayer de regarder les choses avec un regard d'enfant. Alors, par exemple, les haricots dans ton jardin, et puis ce que j'ai vu aussi, c'est les chicorées. Oh ouais, c'est merveilleux ça, oui. Donc, toi, tu prends les racines des chicorées, les salades, hein, les endives, qu'on a mangées cet hiver. On vous a raconté qu'elle vivait avec nous sous la table du salon. Voilà. Et ensuite, à la fin de l'hiver, on a pris les racines des plantes qu'on avait mangées, des endives qu'on avait mangées, et on les a replantées pour certaines au jardin. Pourquoi faire? Pour faire des fleurs bleues toute la saison d'été et encore maintenant.
parce que ça repousse et elle monte en graines. Donc, on prend aussi les graines pour nos endives de l'année suivante. Mais en même temps, il y en a en abondance, il y en a 100 fois, 1000 fois plus qu'il nous en faut. Et ça fait des petits coins, des petites touffes fleuries de bleu toute la saison au jardin, dans tous les coins. Ouais. Alors, on est le 21 octobre, je crois. C'est ça, en plus, c'est Oui. le jour de ma fête, c'est pour ça que je sais la date. Bonne fête, Céline. Et le 21 octobre, oh là là, je vois ces fleurs de chicorée, elles sont tellement belles. Cette petite fleur, c'est comme une étoile au milieu du sombre, là. C'est extraordinaire. Et moi, ça me fascine. Je vois ce petit point lumineux, là, ce bleu-violet. Et puis, j'ai essayé de vous le rendre et vous le transmettre pour vous montrer comment c'est beau, cette toute petite chose. Hein, cette toute petite chose. Et alors, on se promène dans le jardin et dans le potager. Et moi, j'ai trouvé dans ton potager, j'ai trouvé des côtes de bêtes. Oh, quelle couleur, hein, quelle couleur. Ah ouais, des rouges, des oranges, des jaunes, vraiment, elles sont... Ah, c'est un spectacle, Ouais, les côtes de ouais, bêtes, ouais, c'est un ouais. spectacle, c'est merveilleux. Et alors, au milieu des côtes de bêtes, tu vois, il y a cette antenne là que tu as fabriquée, comme une aiguille d'acupuncture, hein, c'est comme un piquet en fer, sauf que là, il est décoré avec des cercles. Et cette antenne métallique, elle fait de l'électroculture. Voilà. Si on veut parler avec des mots savants, hein. Elle induit, paraît-il, une différence d'électricité ou d'onde dans le sol qui booste, qui stimule les plantes. Donc là, c'est très sommaire, hein, là, une simple antenne, un simple piquet qu'on a planté en cherchant vraiment l'endroit opportun. Tu as trouvé que ça marche? Ah ben, de toute façon, le potager, c'est l'abondance et la surabondance. Alors, il y a cette antenne-là, il y a aussi d'autres choses qui ne sont pas loin, qui fait vivre encore plus, plus fort, plus intensément, tout ce qui existe dans la nature, hein, là, toutes les plantes du potager, les autres, et puis toute la faune, toutes les bêtes, les petites bêtes, les plus grosses, jusqu'à nous. Alors tu fais bien de parler des petites bêtes, parce que des petites bêtes, moi j'ai cherché avec mon appareil photo, là, j'ai cherché dans le jardin et j'en ai trouvé plein. C'était vraiment génial quoi, de voir toutes ces petites, ça fourmille de vie. Alors j'ai vu une jolie petite punaise là. Oh, on les aime pas trop les punaises, souvent on pense que c'est des sales bêtes. Mais alors c'est beau. Elle a des espèces de pattes avec des couleurs et des antennes. Et elle était là sur son petit rameau de figuier. Et tout d'un coup, mon regard d'enfant s'est complètement captivé pour cette punaise. Et j'ai passé du temps à la regarder. J'ai découvert aussi une petite coccinelle magnifique, une toute petite coccinelle comme ça qui était en train de dormir dans son duvet, dans son sac de couchage de feuilles mortes. Elle ne sait pas que la feuille va bientôt tomber et qu'elle va se retrouver par terre avec son duvet. Mais c'était touchant, c'était beau cette image-là de cette toute petite bête-là qui était comme ça nichée dans un creux de feuilles. Et puis j'ai trouvé un limaçon. Alors, un limaçon, tu vas me dire, qui regarde les limaçons? Un enfant regarde un limaçon. C'est magnifique, c'est une petite chose, avec des petites antennes. Et elle était en train de manger un champignon dans le jardin. Donc ça m'a émerveillée de voir voilà, cette vie. Tu vois. Oui. Et du coup, tu enlèves tous les jugements. Ah, les limaces, tout ce qu'on pense sur les limaces, de négatif. Ou... Voilà, peu importe. On enlève tout ce qu'on pense. Juste on regarde comme si on était un bébé et qu'on découvre quelque chose qu'on n'a jamais vu. Et on va le regarder tellement de près que tout d'un coup, on va découvrir toutes ces petites subtilités. Hein. J'ai vu aussi une libellule qui était sur une feuille grillée, là, à la mare. Et donc, cette petite libellule aussi, il y en a encore pas mal de libellules en octobre, là, qui vont et qui viennent là au-dessus de la mare. Et j'ai vu aussi, alors, beaucoup d'insectes. Parce qu'en ce moment, dans le jardin, alors ça, c'est vraiment un trésor. Si vous n'avez pas ça dans votre jardin, moi, je vous conseille de planter des astères. Astères, ça veut dire étoile. Alors, ça porte bien son nom, hein, parce que c'est des centaines et des milliers de petites étoiles. Donc, des astères, il y en a des roses, il y en a des violets, il y en a des blancs, il y en a qui fleurissent en septembre, en octobre, en novembre encore.
Et les astères, des milliers de petites fleurs blanches. Alors, c'est les plantes que les abeilles visitent en ce moment. Elles sont toutes dans les astères. Et puis, les petites guêpes aussi qui sont dans les astères. Et les papillons. J'ai vu un pan du jour, que je vous montre là sur ces images. Pan du jour. C'est un papillon commun. Vous en avez probablement vu tout le monde. Ce papillon, il est commun et il a une particularité, c'est que quand il butine, il va sur les astères ou d'autres fleurs, et puis au moment où il commence à avoir l'idée de pondre ses œufs, alors il cherche les orties. Pourquoi les orties? Parce que ce papillon, il n'est pas nul, hein? Il sait que sa chenille, elle ne mange que des orties. Donc l'ortie, c'est la plante qu'il faut avoir dans son jardin un petit peu, hein, pour accueillir les chenilles de tous ces papillons. Alors, on va continuer notre petite promenade avec le regard d'enfant. Et puis, ce matin, je suis tombée en extase devant un seau rempli d'eau. Et il est juste à l'aplomb d'une gouttière qui fuit. Donc, il y a les petites gouttes là de la pluie qui est tombée pendant la nuit. On a les petites gouttes de pluie là qui tombent dans ce seau. Et alors là-dedans, mais c'est vraiment un spectacle. On a l'impression qu'on est au cinéma. C'est magnifique, hein, ça tourbillonne. Et il y a des lumières qui s'entrecroisent. Moi, je peux regarder ça pendant des heures. Hein. C'est merveilleux. Voilà, alors j'en profite. Voilà, je suis tombée en amour de ce seau d'eau. Et je partage avec vous les images de toutes ces ondes. Et on va retrouver la même chose sur la mare. Hein. C'est un peu plus grand, hein, mais bon, la mare, vous savez, on a créé la mare en 2015, je crois, donc 2016, je ne sais plus exactement. Donc ça fait déjà 7 ans à peu près qu'on a créé cette mare et elle nous émerveille tout le temps. Et donc il y a des reflets sur l'eau, c'est un miroir qui nous montre le ciel, alors ça c'est vraiment extraordinaire. Mais si on n'a pas de mare, alors on peut avoir simplement une petite gamelle, hein, un petit seau avec l'eau. Et puis quand ça bouge avec le vent et la lumière, et là c'est merveilleux. En fait, je change de regard quand je pars avec mon appareil photo, ou même des fois, j'ai pas d'appareil photo, mais quand je pars à la découverte du merveilleux petit, on peut prendre une loupe parfois pour regarder à l'intérieur des fleurs. Et là, on va découvrir les étamines, les pistils. Comme cette fleur d'hippomée que j'ai vue hier, là, que je vous montre ici. Et la fleur d'hippomée, alors elle est tellement sensible, tellement fragile, elle a des pétales tellement... on dirait comme de la peau, hein, mais tellement légère comme ça. Et on voit à l'intérieur, on voit le pistil. Et on rentre à l'intérieur de la fleur, on a l'impression d'être un insecte. Oui, c'est ça, il faut changer de regard. Et le fait de changer de regard, c'est pas forcément évident à faire. Hein. Alors, on va attendre juste que le tracteur soit passé. Il y a beaucoup de bruit ici, là. Les tracteurs font beaucoup de bruit. Nous, on n'aime pas bien les machines qui font du bruit. Les tracteurs, les motoculteurs, on n'est pas des fans de tous ces engins-là, parce que ça, c'est des engins de guerre, des engins qui font les choses avec beaucoup de violence. Hein, voilà. Oui. En tout cas, voilà, de brutalité. Nous, on n'aime pas bien ça, on aime faire les choses en prenant le temps de les faire et en respectant le vivant, en respectant tout. Hein, la terre, les petits êtres qui sont là. Alors, vous allez me dire, ouais, mais alors ça va pas vite. Ouais, mais quand on prend un motoculteur, alors, on se prépare beaucoup de travail ensuite, parce qu'on a multiplié par 10 ou par 100 les racines de chien-dent, d'ortie, et il en pousse d'autant plus après. Donc nous, on prend la grelinette, on a commencé le potager comme ça, avec la grelinette. C'est plus fastidieux, mais c'est très bien, c'est très ergonomique, enfin c'est pas trop fatigant, il ne faut pas en faire trop d'un coup, mais en même temps, on ne retourne pas les couches, on respecte la terre, on l'ameublit tranquillement et on en profite déjà pour retirer toutes les racines qu'on peut retirer. Et après, c'est du gâteau. Après, on n'a quasiment jamais rien à retoucher. La grelinette, c'est très rare que je la prenne. Je la prends quand je sème les carottes pour être sûr que c'est bien ameubli, qu'elles pourront bien descendre. Mais c'est tout. C'est tout, ouais. Oui, c'est ça. Donc ça, c'est peut-être un petit conseil qu'on pourrait donner aux personnes qui ont un terrain, qui
qui arrivent donc sur une propriété. Et puis souvent, moi j'entends les gens dire « Oh bah ça y est, j'arrive et j'ai demandé à un voisin s'il pouvait me prêter son motoculteur. » Ou parfois même le tracteur va passer et d'accord, ils vont déjà tout mettre à plat. Alors ça, si on peut donner un premier conseil, c'est de jamais faire ça. Donc voilà, c'est important pour comprendre en fait la relation entre toutes les plantes, hein, de comprendre ces cycles. Donc il faut être un peu naturaliste, il faut acheter des livres sur les papillons, sur les plantes et aller creuser la question une fois qu'on commence à observer des choses dans le jardin. Alors il faut faire ce travail. Hein. Alors tout d'un coup, oh, on commence à avoir une vision et une compréhension du monde beaucoup plus vaste et ça devient beaucoup plus intéressant de jardiner. C'est pour ça que moi je vous disais tout à l'heure, nous on n'entretient pas le jardin, c'est pas ça. On fait une découverte, c'est comme si on habitait en fait dans un vaste pays et on fait une découverte chaque jour. On fait la découverte d'une nouvelle plante ou d'un nouvel insecte ou d'une nouvelle relation entre ces êtres-là. Et ça, c'est tellement magnifique, hein, c'est extraordinaire. Oui, moi j'ai découvert d'abord mon ignorance dans ce domaine de la nature. Et justement, c'est un bon début. J'ai découvert ensuite l'envie de découvrir et de connaître et apprendre le merveilleux de l'existence de tout ça. C'est génial, quoi. Ça met une couleur dans la vie qui est complètement différente. Ça nous ouvre une porte, ça nous ouvre une autre porte. Alors les oiseaux, on les aime, on essaye de leur laisser des graines autant qu'on peut. Hein, on essaye de leur donner le maximum. Alors pas des graines de magasin, mais on essaye en tout cas de leur offrir des arbustes. Et par exemple, j'ai un petit pommier que j'adore, qui est tellement beau. On dirait des petites cerises, hein, mais en ce moment, voilà, il y a ces toutes petites pommes rouges vives, et rouges comme mon écharpe là. Et ce pommier, il s'appelle Everest, hein, c'est sa variété, hein, la variété Everest. Un petit pommier décoratif, moi je dis souvent, on ne peut pas faire des pommes au four avec ces toutes petites pommes minuscules. Mais c'est pour les oiseaux. Bientôt, elles vont être complètement mûres et jusqu'à Noël, en fait, elles restent et les oiseaux aiment venir manger ces pommes. Donc, on leur laisse. Et puis, ce pommier, il est incroyable. Au printemps, il donne un pollen qui permet de polliniser tous les autres pommiers. Hein. Donc, il est compatible. C'est le O+. C'est le O+ de la fécondation et de la pollinisation des pommiers. Et puis pour les oiseaux, évidemment, on va leur laisser toujours, tous les ans, énormément de plantes grillées. Hein. Elles ont l'air vilaines comme ça, elles sont un petit peu noircies, mais à l'intérieur, il y a toutes les graines que les oiseaux mangent. Par exemple, les mélisses. Hein. Si vous avez de la mélisse, il faut laisser les mélisses grillées à l'automne, surtout pas les couper, parce que c'est ça qui va nourrir les chardonnerets et les bouvreuils. Oui, et puis des fois on rigole à regarder leurs pirouettes, les pirouettes qu'ils font pour arriver à dénicher la graine qui est au fond de la cosse. Ouais. Voilà, on a l'air d'être des petits-enfants, hein, on a l'air d'être des petits-enfants qui s'amusent dans leur jardin. Voilà. On avait envie de vous parler de ça parce qu'on s'est rendu compte d'une chose, c'est pas évident de changer de regard comme ça. Hein. C'est comme si on a un regard d'adulte et à un moment, il y a quelque chose qui se passe. On change, hein, on change de monde, on change d'univers et c'est tout simple. Oui, quand on pense jardin, la plupart du temps, tout de suite on pense aménagement. Alors évidemment, des choses, là on en a fait, hein, on a fait des murs de bois cordés, on a fait des sculptures. Donc ça complète, ça enrichit, mais c'est d'abord, évidemment, c'est d'abord la nature qui existe, qui est là et qu'on accompagne. C'est intéressant ce que tu dis. Moi, je trouve que, tu vois, il y a un espèce de jeu comme ça entre le jardin et les sculptures qu'on va y mettre. Ouais. Hein. Par exemple, toi, tu as fait une magnifique sculpture avec une petite dame là qui tourne au milieu. Hein. Et moi, j'ai fait les boules tressées aussi. On aime bien, on met des tas de petites surprises partout dans le jardin. Je trouve que ça dialogue. Ça complète au niveau des éléments. On a mis du bois, le bois cordé. Du fer avec les sculptures, on a l'eau avec la mare, on peut communier, c'est-à-dire on peut apporter aussi au jardin. Hein. Si nous on est vraiment en communion avec ce jardin, qu'on y apporte notre énergie, y compris dans les petits aménagements qu'on peut faire, les murs de bois cordés, tout ça, ça s'enrichit, ça enclenche une spirale ascendante. Et pour moi,
La spirale ascendante, c'est intéressant, oui, de parler de ça, parce que au départ, quand on a acheté ce terrain, il était très dégradé. Il y avait très peu de vie. Moi, je me rappelle qu'il n'y avait pas d'oiseaux, il n'y avait pas d'insectes. C'était extrêmement dégradé, extrêmement pollué. Et il fallait avoir la foi pour penser un jour faire un jardin de cet endroit, hein, qui était une immense poubelle, hein, Ouais. une décharge quasiment. Peut-être un deuxième petit conseil à donner, hein, pour les personnes qui vont avoir un terrain. Il ne faut pas se décourager si le terrain a l'air d'être quand même pas tellement chouette au départ. Il faut arriver à se projeter et de voir qu'est-ce qu'on va en faire. Donc, dans un premier temps, il y a beaucoup de nettoyage, hein. Et des fois, ça veut dire de faire minutieusement et de prendre le temps pour faire les choses en profondeur, parce que si on commence à prendre des grands engins, on va abîmer encore plus. Oui, oui, oui. Avant de l'investir, oui, c'est de le nettoyer et de l'observer. On a pris des gants, on a pris des seaux, ouais. on a ramassé. Donc, il y a un premier travail mécanique, physique de nettoyage. Comment est-ce qu'on va faire après pour transformer l'énergie du lieu, hein? Oui, oui, quand on parle de nettoyage, oui, physique, il peut y avoir dans certains cas un travail énergétique à faire. Donc, de toute façon, un bon nettoyage physique entraîne aussi, avec l'état d'esprit qu'on y met, y compris la joie, il faut nettoyer avec joie, hein, en visualisant le nouveau qui va naître derrière. Si on fait ça avec la joie, avec cette conscience-là, ben c'est un vrai nettoyage physique et énergétique qui s'opère. C'est changer aussi son état intérieur et se dire, peu importe l'état du monde, peu importe ce qui va mal dans le monde, moi, je me mets dans une attitude de dire merci. Voilà. Alors, tu vas dire merci à quoi? Merci pour l'air que je respire. Merci pour l'eau que je peux boire. Merci pour les pommes du pommier. Merci pour les abeilles qui permettent d'avoir les pommes dans ce pommier. Ouais. Etc., etc. On peut faire des listes immenses. Ouais. Hein? Ouais. Merci à vous d'être là et de nous écouter. Et merci de la possibilité que ça nous donne d'échanger et de partager sur toutes ces idées. Mais Alain et moi, on a beaucoup de gratitude pour vos remerciements. Et on se dit, dis donc, regarde, ça intéresse des gens. Il y a des personnes à qui ça va peut-être changer la vie, parfois, hein, d'avoir la compréhension de certaines choses. Donc, moi, j'ai beaucoup de gratitude pour ça. Voilà, tant qu'on est dans la gratitude, moi, je suis contente de vous témoigner ça. Oui, la gratitude, ça enrichit le monde de belles énergies. Quand on arrive dans une propriété, alors il y a des choses qu'on va pouvoir faire pour augmenter l'énergie du lieu, hein. Faire en sorte que le lieu rayonne davantage, nous apporte plus d'énergie, et plus de bien-être aux plantes et aux animaux qui sont là sur ce terrain. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est accessible à tout le monde, hein. Tout le monde peut travailler là-dessus, améliorer l'énergie de son lieu. Je pense que c'est un sujet qui intéresse énormément les gens. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? On va peut-être prendre 2-3 petits exemples, hein. J'ai fait une petite image ce matin, une image de cette petite sculpture en bois. C'est juste, pour moi, une façon, quand je passe devant elle, de me rappeler d'avoir cette gratitude et puis ce lien vertical, comme ça, hein, ce lien au sacré, ce lien au plus grand, ce lien à, je sais pas, à l'univers, à Gaïa, on peut l'appeler comme on veut. Ça n'a rien de religieux, mais simplement de penser à ça, et ben moi ça me met en joie et ça me met dans une attitude différente. Une belle pierre, c'est déjà quelque chose de sacré, dans la mesure où on a conscience de ce qu'elle fait, de ce qu'elle canalise comme énergie. On peut vous montrer la pierre, une pierre qu'on a installée il y a déjà pas mal d'années, qu'on a installée à proximité du potager justement, et qui diffuse très largement son énergie. Elle a vraiment une action importante sur tout le jardin. Et on a appris des poseurs de mégalithes comment faire pour mettre en place ces pierres. C'est pas très compliqué, hein. Donc il faut savoir repérer certains phénomènes. Ça, en fait, on dit que c'est notre petit menhir. Et donc, pour le mettre en place, on a repéré les courants d'eau souterrains, les réseaux géomagnétiques reliés aux métaux qui sont en fusion au centre de la Terre, donc qui émettent un certain rayonnement. Le réseau du nickel et du fer. Qu'on retrouve, oui, croisés à cet endroit-là.
Et puis aussi d'autres phénomènes qui sont essentiels, un petit peu comparables à une pile avec le moins et le plus. Elle est forcément polarisée. Et donc, c'est comme si c'était une pile qui fasse allumer la lumière à partir de l'énergie qu'elle reçoit, par en dessous et par au-dessus. On a une prise et au moment où on met la pierre, clac, ça allume la lumière. Voilà. Hein? Ouais. C'est intéressant de connaître sa polarité, de savoir dans quel sens la mettre. Et en fait, tout ça, oui, se détermine avec le pendule. C'est important pour qu'elle fasse le maximum de son effet. Alors, on a pas mal abordé le sujet hein, dans la vie secrète des pierres, on a abordé le sujet de l'eau, on a abordé le sujet des métaux. On continuera à apporter petit à petit, on ne peut pas aller trop vite parce qu'il y a beaucoup de compréhension à avoir hein, par rapport à... On voudrait avoir comme ça en un clin d'œil hein, le mode d'emploi, le tuto pour mettre des pierres, pour améliorer l'énergie. Mais ce n'est pas vraiment possible de le donner comme ça aussi rapidement. Ce n'est pas un travail de technicien. C'est ça, ouais. Parce qu'il faut d'abord avoir ce qu'on a dit en premier, c'est-à-dire son regard d'enfant, l'ouverture de son cœur par rapport au vivant, par rapport au sacré. Et après, on va pouvoir commencer à rentrer dans ce processus de pouvoir demander d'avoir l'énergie la plus belle dans son terrain. Hein, et ça, là, ça va fonctionner. Alors, je dirais que tout le monde n'a pas forcément des très belles pierres à installer comme menhir. Alors, quand on n'a pas de belles pierres, on peut aussi faire un cairn. C'est tout simple. Un cairn, c'est un empilement de petits cailloux. Hein. Donc là, nous, on a beaucoup de silex dans le terrain ici. Eh bien, ce cairn, il n'est pas placé au hasard, évidemment. Hein. On a choisi son endroit. Et ensuite, bon, c'est toi Alain qui l'a empilé. Moi, je sais pas, j'ai pas la patience. Si je mets des pierres, je vais les empiler, puis ça va faire un tas comme ça, pas tellement beau. Donc ça va être vite fait, mais ça va être moche. Et donc Alain, lui, il est alors méthodique et appliqué. Donc il a fait, voilà, cette belle pyramide, cette belle forme. Hein. Et donc, ça fait 2 ans au moins qu'on a créé ce cairn. Et il a aussi une influence extrêmement positive hein, sur le terrain. Il a un beau rayonnement et en plus, ça fait un bel objet. Là, donc, on a essayé de vous parler de quelques-unes des petites choses hein, qu'on a dans le jardin. Voilà, on était contents de partager ce moment. On vous embrasse tous. On vous envoie plein de bonnes pensées. Et on vous dit... Merci à vous d'avoir été là. Merci. Et pour nous, pour moi, c'était un grand plaisir hein, de partager ce moment. Donc on vous dit merci du fond du cœur et à très bientôt pour la suite.